Le penthus de la Défense était un sanctuaire de silence et de verre, suspendu au-dessus de la rumeur incessante de Paris. Chaque surface, du marbre glacial au sol à l'acier brossé des meubles, reflétait une image de succès impersonnel. Une forteresse bâtie pour un homme qui avait tout conquis, sauf la chaleur d'un foyer. Ce soir-là, Laurent Moreau rentra plus tôt que d'habitude, son costume coûteux se fondant dans les ombres luxueuses de son propre domaine. Il s'attendait au silence habituel, un vide qui faisait écho à celui de son cœur depuis des années, mais à la place, un son étranger, presque incongru, flottait dans l'air. C'était un son doux et cristallin, une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps qu'il peinait à l'identifier. C'était un rire, le rire de sa fille, Clara. Intrigué et presque craintif, il avança sans bruit sur le sol poli, ses chaussures italiennes ne produisant aucune plainte. Le son le guida vers la chambre de Clara, dont la porte était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière douce. Il s'arrêta dans l'embrasure, le corps à moitié caché, un spectateur invisible dans sa propre maison. À l'intérieur, la scène qui se déroulait était à la fois simple et bouleversante. Chloé, la jeune kinésithérapeute, était assise par terre, les jambes croisées, ses vêtements simples contrastant avec l'opulence stérile de la pièce. À quelques mètres d'elle, sa fille de 5 ans, Clara, se tenait debout, ses petites mains agrippées au dossier d'une chaise pour enfants. Le visage de la petite était un masque de concentration intense, ses yeux fixés sur Chloé, qui lui souriait avec un encouragement infini, les bras ouverts comme pour accueillir un miracle, et le miracle se produisit. Sous le regard pétrifié de son père, Clara lâcha la chaise. Un instant, elle vacilla, son petit corps tremblant sous l'effort titanesque. Puis, elle fit un pas maladroit, hésitant, mais un pas tout de même. Puis un second, ses jambes, que les plus grands spécialistes avaient condamnées à l'immobilité, venaient de défier leur verdict. L'élan la fit basculer, et elle tomba doucement sur le tapis épais, non pas dans les larmes, mais dans un nouvel éclat de rire, pur et joyeux. Chloé ne manifesta aucune surprise, seulement une joie radieuse, comme si elle n'avait jamais douté de cet instant. Elle applaudit doucement, célébrant une victoire que le monde médical avait jugée impossible. Pour elle, ce N n'était pas un miracle, mais le fruit de la patience et de la foi. Caché dans l'ombre du couloir, Laurent sentit son monde basculer. L'armure qu'il avait mis des années à forger, faite de cynisme, de réunions et de bilans financiers, se fissura en un instant. Une vague d'émotions contradictoires le submergea, si violente qu'elle lui coupa le souffle. Il y eut d'abord une euphorie fulgurante en voyant sa fille défier son destin, une fierté paternelle qu'il croyait éteinte. Mais elle fut immédiatement balayée par une culpabilité écrasante, un poids si lourd qu'il dut s'appuyer contre le mur. Cette jeune femme, avec rien d'autre que sa persévérance et sa bienveillance, avait réussi là où sa fortune et ses relations avaient échoué. Elle lui avait offert l'espoir. Et ce cadeau révélait cruellement sa propre faillite en tant que père. C'est fou comme un seul moment peut redéfinir une vie entière. Si vous croyez au pouvoir de ces instants, votre abonnement nous permettrait de continuer à partager des récits qui le prouvent. Le lendemain matin, une lumière grise filtrait à travers les immenses baies vitrées, trouvant Laurent Moreau non pas dans son bureau, mais assis sur le bord du lit de Clara, la regardant dormir. L'image des pas de sa fille, la veille au soir, tournait en boucle dans son esprit. Une séquence miraculeuse qui avait fait voler en éclats des années de résignation. Il se revit 5 ans plus tôt, dans le couloir aseptisé d'une maternité, le silence assourdissant après le chaos. Le médecin lui avait annoncé la naissance de sa fille et la perte de sa femme, Hélène, dans la même phrase, un souffle glacial qui avait gelé son cœur. Depuis ce jour, il avait associé Clara à cette douleur insondable, la protégeant avec son argent, mais la privant de son affection, se punissant lui-même à travers elle. Il avait bâti un empire pour fuir ce souvenir, mais une jeune femme venait de lui montrer qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Plus tard, il trouva Chloé dans la cuisine, préparant un simple petit déjeuner pour Clara.
Il s'approcha, sa posture habituellement impérieuse remplacée par une humilité nouvelle. Il ne demanda pas de rapport, pas de pronostic. Il posa une seule question, la voix encore rauque d'une nuit sans sommeil. « Comment avez-vous su ?» Chloé se tourna, son regard calme ne montrant aucune surprise face à cet homme brisé. Elle lui expliqua simplement, sans termes techniques, qu'elle n'avait rien su. Elle avait seulement espéré. Elle lui parla de la neuroplasticité, de la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, mais surtout de l'importance du jeu, de la répétition patiente, de la confiance. Elle n'avait pas vu une maladie, mais une enfant qui avait besoin qu'on croie en elle. Pour la première fois, Laurent n'entendait pas un diagnostic, mais une promesse. Chloé portait en elle une conviction qui n'était pas née dans les livres, mais dans sa propre histoire. Elle avait grandi dans une banlieue animée de la région parisienne, dans un petit appartement où l'amour tenait plus de place que les meubles. Son jeune frère, diagnostiqué avec un retard de développement, avait été la première personne en qui elle avait cru. Elle se souvenait des heures passées sur le tapis du salon, l'encourageant à attraper un jouet, célébrant chaque son, chaque geste. Les médecins étaient pessimistes, mais sa mère lui disait toujours que la patience était une forme d'amour plus puissante que n'importe quel médicament. Ce N n'était donc pas un travail pour elle, mais la continuation d'une mission de vie. Chaque matin, dans le RER qui la menait de son monde à celui de Laurent, elle transportait avec elle cette foi inébranlable dans le potentiel humain. Laurent décida de participer. La première séance fut un désastre comique et poignant. Cet homme, qui pouvait faire basculer des marchés financiers d'un seul mot, se sentait d'une maladresse infinie, assis en tailleur sur un tapis coloré. Il essaya de chanter une comptine, sa voix de baryton sonnant faux et hésitante. Clara le regarda, un sourire malicieux aux lèvres, avant d'éclater d'un rire cristallin, non pas pour ses pas, mais pour la performance de son père. Ce rire, autrefois une rareté, devint la bande-son de leurs après-midi. Pour Laurent, c'était à la fois une humiliation et une libération. Il n'était plus le PDG, le stratège, le veuf endeuillé. Il était juste un père qui apprenait, maladroitement, à jouer avec sa fille, redécouvrant une partie de lui-même qu'il croyait morte et enterrée avec sa femme. Fort de cet espoir naissant, Laurent fit ce qu'il avait toujours fait pour résoudre un problème. Il appela le plus grand spécialiste. Le professeur Renaud, sommité en neurologie pédiatrique dont les honoraires étaient astronomiques, écouta son récit avec une patience polie. Laurent décrivit les pas, l'énergie nouvelle de Clara, l'approche de Chloé. Il s'attendait à de l'enthousiasme, peut-être même à de l'admiration. La réponse fut une douche froide. Le professeur parla de regain temporaire, de surstimulation potentiellement dangereuse et mit en garde contre les espoirs infondés suscités par une jeune femme bien intentionnée mais sans qualification suffisante. Il suggéra de s'en tenir au protocole médical strict. En raccrochant, le silence du Pentouse sembla à nouveau pesant, et le doute, ce vieux poison, commença à s'infiltrer dans les fissures de sa nouvelle foi. Le soir même, Laurent se retrouva seul dans son bureau, les paroles du médecin résonnant dans sa tête. Il ouvrit un dossier sur son ordinateur, rempli de rapports médicaux, d'IRM et de bilans décourageants accumulés au fil des ans. Chaque page était un rappel de ses échecs. Il se souvint de chaque thérapie coûteuse, de chaque spécialiste consulté à travers le monde, de chaque lueur d'espoir aussitôt éteinte. La peur le saisit, une angoisse viscérale. Et si le professeur Renaud avait raison, s'il ne faisait que préparer sa fille et lui-même à une déception encore plus cruelle? La résignation était une douleur sourde et familière, presque confortable dans sa prévisibilité. L'espoir, en revanche, était un territoire inconnu et terrifiant, où le risque de tout perdre à nouveau était insupportable. Son armure, à peine fissurée, menaçait de se ressouder. Le lendemain, Chloé le sentit distant, son enthousiasme de la veille remplacé par une inquiétude silencieuse. Pendant que Clara faisait la sieste, elle le rejoignit près de la fenêtre où il contemplait Paris sans vraiment la voir. Elle ne le confronta pas, ne lui posa pas de questions directes.
Elle s'assit simplement à côté de lui et commença à lui parler. Elle lui raconta les petits défis de la semaine. Comment Clara avait refusé de faire un exercice avant de finalement l'accepter en échange d'une histoire. Elle lui expliqua que le progrès N était jamais une ligne droite, mais une succession de pas en avant et parfois d'un pas en arrière. Sa voix était calme, posée, une ancre dans la tempête des doutes de Laurent. Elle ne lui offrait pas de garantie, seulement de la constance, traitant sa peur d'adulte avec la même douceur qu'elle accordait aux frustrations de la petite fille. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Laurent erra dans l'appartement silencieux. Il ouvrit une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années, une boîte contenant les affaires d'Hélène. Au sommet se trouvait une photo d'elle, enceinte de Clara, son visage rayonnant d'une joie pure et sans nuages. C'est là, dans l'obscurité de son luxueux mausolée, que le barrage céda enfin. Il pleura, pas seulement la perte de sa femme, mais les 5 années qu'il avait volées à sa fille et à lui-même, se cachant derrière son empire comme un roi dans une forteresse vide. Il comprit que la véritable infirmité dans cette maison N n'était pas dans les jambes de Clara, mais dans son propre cœur paralysé par la culpabilité. C'est dans ces instants de vérité qu'on choisit qui on veut devenir. Si ces histoires de transformation vous touchent, votre soutien en vous abonnant nous aide à continuer de les raconter. À partir de ce jour, tout changea. Laurent ne rentrait plus tard. Il s'arrangeait pour être là chaque après-midi. Les réunions pouvaient attendre. Les contrats pouvaient être délégués. Sa priorité était devenue une petite fille qui apprenait à défier la gravité. Il apprit à distinguer ses différents rires, à comprendre ses frustrations, à anticiper ses besoins. Il découvrit la personnalité de Clara, sa détermination féroce, son sens de l'humour espiègle, des trésors cachés que sa distance lui avait fait ignorer. Le penthouse commença à se transformer. Un tapis de jeu aux couleurs vives remplaça une table basse design. Des jouets S éparpillèrent sur le marbre, autrefois immaculé. Le silence fut remplacé par le son des encouragements, des chansons et, surtout, par la présence d'un père qui apprenait enfin à être là, corps et âme. C'est dans cet élan de gratitude qu'il fit son offre. Un soir, il tendit une enveloppe à Chloé. À l'intérieur, un contrat lui offrant 1 million d'euros, non pas comme un salaire, mais comme un don. Pour lui, C était la seule façon qu'il connaissait d'exprimer l'ampleur de ce qu'elle lui avait rendu. C était une tentative maladroite de traduire une émotion incommensurable dans le seul langage qu'il maîtrisait parfaitement, celui de l'argent. Il s'attendait à des larmes de joie, à de la reconnaissance, mais le visage de Chloé se ferma. Elle regarda le papier comme s'il s'agissait d'une insulte, une expression de douleur et d'incompréhension dans les yeux. Le geste qui se voulait un pont entre leurs deux mondes venait de creuser un fossé inattendu. « Je ne peux pas accepter ça », dit-elle doucement, en repoussant l'enveloppe. « Ce que je fais avec Clara, ça ne s'achète pas. » Pour Laurent, ce refus était plus déstabilisant qu'un krach boursier. Il ne comprenait pas. Il avait toujours cru que tout avait un prix, que la générosité se mesurait à la taille du chèque. Chloé lui expliqua que l'argent transformerait leur relation, qu'il créerait une dette, une obligation, là où il n'y avait que de l'affection et un but commun. Elle craignait que cela ne la change, elle, mais aussi la manière dont il la verrait, non plus comme une alliée, mais comme une employée extraordinairement bien payée. Elle avait peur que ce million ne vienne empoisonner la pureté de ce qu'ils construisaient tous les trois. Laurent était face à un nouveau défi, apprendre à donner sans rien attendre en retour et trouver une autre façon de dire merci. Malgré cette tension, leur alliance improbable se renforça. L'incident força Laurent à sortir de sa zone de confort et à communiquer différemment. Il commença à exprimer sa gratitude par des gestes simples, en s'assurant qu'elle rentrait chez elle en sécurité le soir, en lui demandant son avis sur les nouveaux équipements pour Clara, en partageant avec elle ses propres peurs et espoirs. Lentement, ils devinrent une véritable équipe, un trio uni par un amour féroce pour cette petite fille. On pouvait les voir, le soir, tous les trois sur le tapis.
Laurent lisant une histoire avec une intonation théâtrale, Chloé guidant doucement les pieds de Clara dans un nouveau mouvement, et la petite fille regardant ces deux adultes avec une confiance absolue. Le Pentus N était plus une cage dorée, mais le cocon où une famille, brisée et improbable, apprenait à se reconstruire, pas à pas. Les semaines qui suivirent furent une mosaïque de progrès fragiles et de joies intenses. Clara gagnait en assurance, ses pas devenant plus stables, son rire plus fréquent. Un après-midi, alors qu'elle tentait de traverser le salon pour rejoindre son père qui l'attendait les bras ouverts, son pied buta sur le bord du tapis. La chute fut anodine, amortie par l'épaisseur de la laine, mais le choc dans ses yeux fut immense. Un sanglot secoua son petit corps, un mélange de surprise et de peur. Laurent se figea, le cœur serré. Plus tard dans la soirée, le professeur Renaud appela pour un suivi. En entendant le récit de l'incident, sa voix au téléphone prit une teinte de satisfaction professionnelle et froide. « Je vous avais prévenu, monsieur Moreau. Ces progrès étaient temporaires. L'espoir est un luxe dangereux dans ces situations. » Chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de la nouvelle foi de Laurent. La vieille désespérance, familière et glaciale, menaçait de l'engloutir à nouveau. Le lendemain, une tension palpable régnait dans le Pentus. Clara refusait de se lever, se contentant de jouer assise, le regard fuyant. Laurent, en proie à ses démons, observait la scène depuis l'encadrement de la porte, le visage fermé. Il était sur le point d'intervenir, de laisser la panique dicter ses actes, quand il vit Chloé s'approcher. Elle ne tenta pas de la convaincre de marcher. Elle ne lui proposa aucun jeu stimulant. Elle s'assit simplement par terre à côté d'elle, en silence, et se mit à construire une tour avec des cubes. « C'est normal d'avoir peur, tu sais, » murmura-t-elle sans la regarder directement. « Tomber, ça surprend. On a le droit de ne pas vouloir réessayer tout de suite. » Elle validait son émotion sans jugement, lui offrant un espace de sécurité où sa peur avait le droit d'exister. Elle ne soignait pas ses jambes, mais son cœur effrayé avec une patience qui désarma Laurent. Plus tard, alors que Clara dormait, Laurent retrouva Chloé dans le salon. La vue de Paris scintillait à leurs pieds, mais il ne voyait que le reflet de son propre échec dans la vitre. « J'ai peur », avoua-t-il d'une voix brisée, l'armure de PDG complètement désintégrée. « J'ai tellement peur d'échouer encore, de lui donner un espoir que je ne pourrai pas maintenir. » Les mots se bousculaient, un torrent de culpabilité retenu depuis 5 ans. « Le 1 million d'euros. Ce n'était pas pour vous, c'était pour moi. Je ne savais pas comment m'offrir à elle, alors j'ai offert la seule chose que je savais donner, de l'argent, parce que j'ai cru que si je payais assez cher, je pourrais acheter un miracle et ne pas avoir à affronter ma propre faillite en tant que père. Était la confession la plus coûteuse de sa vie, et elle ne valait pas un centime. Chloé, elle, écouta sans l'interrompre, son regard empli d'une compassion infinie. Quand il eut fini, elle ne lui offrit pas de fausses assurances. « Laurent », dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois. « Le miracle n'a jamais été ses pas. Le vrai miracle, c'est le lien que vous avez commencé à tisser avec elle. C'est de la voir vous regarder avec confiance. C'est de vous entendre rire ensemble. » Elle fit une pause, laissant ses mots s'installer. Clara n'a pas besoin d'un bienfaiteur qui lui garantit qu'elle ne tombera jamais. Elle a besoin d'un père qui n'aura pas peur de s'asseoir par terre avec elle, après une chute, qui lui tiendra la main et lui dira que ce n'est pas grave, qu'ils essaieront de nouveau demain, ou après-demain. Votre présence vaut bien plus que tous les miracles du monde. Ces paroles furent une libération. Pour la première fois, Laurent comprit que sa valeur en tant que père ne se mesurait pas à la réussite de sa fille, mais à sa capacité à être présent dans ses échecs. Il se sentit léger, délesté d'un poids qu'il portait depuis la naissance de Clara. Il retourna dans la chambre de sa fille, non pas pour la veiller, mais pour être avec elle. Il s'allongea sur le tapis à côté de son lit, dans le silence de la nuit, et sentit la paix l'envahir. Il ne s'agissait plus de vaincre une maladie, mais d'apprendre à aimer inconditionnellement. Ce soir-là,
Dans ce penthouse suspendu au-dessus du monde, un homme riche apprit enfin ce qu'était la véritable richesse. Il comprit que le plus grand paen n'était pas celui de Clara, mais le sien, celui qui le menait hors de sa prison de culpabilité pour enfin rejoindre sa fille. Quelques mois plus tard, la proposition de Laurent prit une forme qu'elle pouvait enfin accepter. Il ne lui offrit pas d'argent, mais une mission. Assis dans son bureau, non plus en face d'elle, mais à ses côtés, il lui présenta les plans non pas d'une transaction, mais d'une révolution. Il voulait créer une fondation au nom de sa fille, une institution qui défierait les dogmes médicaux en plaçant l'approche humaine et la persévérance au cœur de la thérapie. Il lui expliqua qu'elle lui avait appris que le plus grand capital n'était pas financier, mais humain. Il ne voulait plus simplement financer la recherche, il voulait financer l'espoir. Il lui demanda de diriger ce projet, de prêter son nom, sa vision et son âme à la Fondation Clara Moreau, lui offrant non pas un chèque, mais une plateforme pour que sa conviction puisse changer des milliers de vies. La Fondation devint leur projet commun, le ciment de leur famille improbable. Le penthouse de la Défense, autrefois un mausolée de verre et d'acier, se métamorphosa. Les sols en marbre furent recouverts de tapis de jeu colorés et des rampes d'accès discrètes furent intégrées au design. Les murs, jadis nus, s'ornèrent des dessins de Clara, explosion de couleurs qui témoignaient de sa joie de vivre retrouvée. Chloé accepta le poste de directrice, non comme une employée, mais comme une partenaire. Elle rassembla une équipe de jeunes thérapeutes, de médecins ouverts d'esprit et d'ingénieurs pour créer des outils ludiques et adaptés. Laurent, de son côté, utilisa son réseau non plus pour dominer des marchés, mais pour construire des ponts, convainquant ses pairs que l'empathie était le plus rentable des investissements. Ensemble, ils transformaient la douleur en promesse. 5 ans plus tard, lors de l'inauguration du premier centre de la Fondation, la scène était méconnaissable. Le bâtiment était baigné de lumière naturelle, rempli de rires d'enfants et de murmures d'encouragement. Laurent Moreau se tenait sur une petite estrade, non pas avec l'arrogance d'un PDG, mais avec l'humilité d'un père reconnaissant. Au milieu de son discours, une petite fille de 10 ans, Clara, traversa la scène en courant avec une démarche légèrement boitante qui était devenue la signature de sa victoire. Elle se jeta dans ses bras sous les applaudissements émus de l'audience. Dans le public, Chloé, devenue sa femme depuis 2 ans, leur souriait, tenant leur jeune fils par la main. Ils n'étaient plus 3 âmes brisées dans une tour d'ivoire, mais le cœur battant d'une communauté qu'ils avaient eux-mêmes créée. Laurent termina son discours, sa voix chargée d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Il confia à l'Assemblée que pendant des années, il avait cherché un remède dans des éprouvettes et des bilans financiers, alors que le seul véritable miracle se trouvait dans la patience d'une main tendue et la force d'un pas hésitant. Il déclara que la plus grande innovation de son groupe N n'était pas une molécule brevetée, mais la simple compréhension que la technologie ne valait rien sans la tendresse, et que la véritable guérison commençait par la foi en l'autre. C'est le genre de vérité qui change une vie, et savoir que ces histoires existent peut changer la nôtre. Si vous croyez en ce pouvoir, votre inscription nous donne les moyens de continuer à partager ces récits d'espoir.